Dans ce programme de Allô la NUPES, nous avons donc voulu parler de l'Allemagne, le pays où vivent les trois quarts pratiquement des Français de notre circonscription, et de ses relations avec nous, avec la France et puis avec ses voisins, et sa relation avec tout l'international. Donc, nous, euh, nous avons pour ça invité Jérôme va nous présenter une vision assez particulière, on va dire, puisque c'est un thème qui n'est pas forcément consensuel tout au sein de toute la NUPES. Mais bon, c'est une pierre qu'on apporte à la discussion pour ces thèmes de nos relations entre nos deux pays qui sont si voisins et qui ont une histoire commune tellement longue. Alors, Christine, est-ce que tu peux en dire plus sur notre invité d'aujourd'hui, sur Jérôme? Oui, alors Jérôme, déjà, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Et donc, merci de parler de ce sujet. Alors, c'est un sujet que tu connais bien parce que, bon, tu es français, mais tu vis en Allemagne depuis 12 ans, tu travailles en Allemagne, tu as fondé ta famille en Allemagne, et tu es donc papa d'un petit garçon franco-allemand arménien. Donc, on peut dire que tu t'es investi dans la relation franco-allemande. Et bon, tu t'intéresses depuis longtemps à la politique et naturellement, particulièrement à ces relations entre la France et l'Allemagne. Alors, ces relations ont évolué. On parle traditionnellement de ce couple franco-allemand côté français, du moteur franco-allemand côté allemand. Mais bon, là, clairement, ces relations ont connu un froid récemment. Ça fait plusieurs années que les avertissements se multipliaient sur la politique agressive de l'Allemagne envers la France et envers certains pays membres de l'Union européenne. Et qu'est-ce qui a fait que la situation s'est détériorée et à partir de quand est-ce que tu dirais que ça a commencé à dégénérer un petit peu, si on peut dire? Premièrement, on peut pas dire que c'est une surprise puisque ça fait quelques années qu'on a des journalistes et certains responsables politiques qui essayent de nous avertir sur le fait que les Allemands ont leur propre agenda au niveau européen. Je pense que le tournant, ça s'effectue au niveau de la réunification. Quand on a l'effondrement de l'Union soviétique, l'Allemagne va réussir à imposer ses conditions au reste des pays de l'Europe en termes monétaires. L'Allemagne va mettre le Deutschmark au même niveau de parité que la monnaie d'Allemagne de l'Est. Et en fait, les conséquences vont être que l'Allemagne de l'Est va s'effondrer, les industries notamment, tout simplement parce que la monnaie est trop forte pour l'économie de l'Allemagne de l'Est. Donc, comme je le dis, l'effondrement va se passer au niveau des industries et au niveau de la vie des Allemands de l'Est. Ils sont toujours en train d'essayer de rattraper plus ou moins l'Allemagne de l'Ouest encore aujourd'hui. Il va y avoir une forte émigration dans ces territoires. Certains vont jusqu'à dire que l'Allemagne de l'Ouest a annexé l'Allemagne de l'Est pour en faire son marché et étouffer son industrie. L'Allemagne de l'Ouest a privatisé 80% de son économie. Et elle va bénéficier de brevets technologiques et d'une main-d'œuvre formée sans avoir déboursé un Deutschmark. L'euro, ça va être un peu une rebelote. Les Allemands vont imposer leur architecture monétaire avec un euro fort. Les pays du Sud vont utiliser une monnaie bien trop forte pour l'économie. Une étude allemande du Centre politique européenne montre que l'Italie est la première perdante, suivie par la France. Alors que l'Allemagne est la grande gagnante du passage à l'euro, les résultats sont les mêmes. Les pays du Sud vont voir leur niveau de vie stagner, voire chuter dans certains cas. Les industries vont être saignées, immigration forte avec fuite des cerveaux. On peut presque dire que l'euro a été une réunification à l'échelle européenne. L'architecture monétaire allemande, puis celle de l'euro, prétend que la création monétaire est indépendante du pouvoir politique. En réalité, il n'y a qu'à voir les différentes figures à la tête des institutions de la Banque centrale allemande puis européenne. Christine Lagarde, qui était anciennement du gouvernement de Sarkozy, M. Draghi, qui participe plus ou moins à la coalition avec l'extrême droite au pouvoir en Italie. Si on ajoute à cela la mission de la Banque centrale européenne, qui se réduit à la seule lutte contre l'inflation sans s'occuper des conséquences sociales européennes,
et environnementale, on voit que cette doctrine revient à faire du libre-échange le critère de développement humain et que la neutralité politique n'est qu'une fable. En fait, la politique monétaire européenne est responsable des inégalités actuelles, puisque le seul contrôle de l'inflation permet de maintenir un rendement du capital élevé. Et donc, c'est cette doctrine monétaire qui a permis à l'Allemagne de faire une politique basée sur les exportations avec un excédent très, très important et donc une politique commerciale agressive. Absolument. Surtout quand on sait que ces excédents sont interdits par les traités quand ils sont supérieurs à 8%. L'Allemagne a construit son succès économique en se fichant de cette règle sans être sanctionnée. Les excédents commerciaux ont ruiné les pays du Sud, également pour les raisons monétaires que je viens d'évoquer. Cette situation n'a pas simplement bénéficié à l'Allemagne au niveau européen, mais au niveau mondial. Elle a été un excédent commercial avec la Russie, la Chine, les États-Unis. La principale source de cet excédent est bien évidemment la vente de voitures. Elles ne sont d'ailleurs plus fabriquées en Allemagne, mais juste assemblées sur place. La fabrication des pièces se déroule désormais dans les anciens pays de l'Est, du bloc soviétique, donc République tchèque, Slovaquie notamment, Pologne. Là aussi, les industries allemandes bénéficient d'une main-d'œuvre formée pour laquelle ils n'ont pas dépensé 1 euro, puis des structures construites par le bloc soviétique. On pourrait parler, surtout lorsqu'on sait que... Ah oui, pardon, je reviens sur... En conséquence, les plaintes du gouvernement allemand liées à l'endettement des pays du Sud étaient complètement hypocrites, surtout lorsqu'on sait que le gouvernement Schröder, lorsqu'il gouvernait avec les écologistes, ne respectait pas cette fameuse règle des 3%, et les 2 plans de sauvetage qui sont passés ces dernières années ne respectent pas également ces règles des 3%. On pourrait parler du refus de l'Allemagne pendant des décennies de fonder une Europe de l'énergie, préférant le gaz russe aux autres alternatives, ou bien sa volonté de ne pas rentrer en conflit avec la Chine lorsqu'il était évident que la Chine subventionnait son secteur du panneau solaire. L'Allemagne a préféré la faillite de ses propres fleurons dans ce domaine pour continuer à exporter ses voitures. Les pays européens étaient pourtant prêts à rentrer en conflit, notamment la France. Parmi tous ces conflits, est-ce qu'il y en a un qui serait plus emblématique que les autres ? Indéniablement, la défense, cela fait des décennies que Berlin et Paris essaient d'accorder leurs violons pour fabriquer du matériel militaire européen afin de créer des géants industriels à l'image de ce qui se passe aux États-Unis. Sauf que les entreprises bloquent et que lorsque les Allemands doivent acheter du matériel, ils n'achètent jamais européen, mais seulement et uniquement américain. Pourtant, cela permettrait de régler les traités européens et diminuer les déficits commerciaux avec la France ou l'Italie, par exemple. Il n'en est rien. Les responsables militaires préfèrent choisir du matériel américain afin de se donner les meilleures chances de faire carrière dans l'OTAN, mais le plus important est de ne pas oublier que les Américains, au contraire des Français et des Britanniques, ne sont jamais partis de l'Allemagne. Les dernières avancées dans le domaine du char français et de l'avion français se sont faites dans des conditions extrêmement compliquées. Et si certains problèmes semblent résolus sur le papier, il semble que les tensions entre les différents industriels soient toujours d'actualité. Et les réactions parce que bon, si l'Allemagne se conduit comme ça, les autres gouvernements, les autres gouvernements ont fait des critiques. La France a fait des critiques. Comment le gouvernement allemand a-t-il réagi ? Premièrement, les critiques gouvernementales sont rares du côté français. Là, elles ont été claires. Les critiques sont comme je l'ai dit au début, sont plus souvent l'œuvre de journalistes ou bien de figures politiques de second plan. Il faut aussi signaler, comme tu viens de le dire, que les critiques, ça n'émane pas seulement des Français, mais également de nombreux pays du Sud qui ne supportent pas, par exemple, le discours au sujet des règles budgétaires et des dettes souveraines. Il ne faut pas oublier que l'Allemagne a bénéficié de conditions extrêmement avantageuses pour se débarrasser des dettes héritées à l'époque nazie. Notamment, il y avait eu une conférence en 1953 qui avait permis l'annulation d'une partie de la dette ou tout simplement l'étalement des échéances. De plus, comme je l'ai dit, les excédents les déficits sont le résultat des excédents commerciaux qui sont en dehors des traités européens. Troisièmement, pour répondre à la question, il y a une volonté politique d'augmenter les salaires. L'Allemagne avait et a toujours une armée de pauvres, c'est environ 19 millions d'Allemands qui sont pauvres, et là, avec l'inflation, ça va bien évidemment exploser. C'est le résultat de politiques austéritaires et d'une déflation salariale. Les gouvernements allemands ont baissé les salaires pour augmenter leur capacité
d'exportation, c'est ce qu'on appelle la déflation salariale. Certains secteurs n'ont pas été impactés par ces politiques, mais d'autres ont été dévastés, comme tous ces métiers que François Ruffin appelle les métiers du lien, donc assistante maternelle, accompagnante d'enfants, animatrice périscolaire, agent d'entretien. Il y a énormément de métiers, les métiers de la restauration également, qui ont vu le revenu stagner, voire diminuer, si on prend en compte le pouvoir d'achat. La raison, c'est bien évidemment l'explosion de certaines dépenses comme le logement dans les grandes villes. On en voit les conséquences avec les pénuries de personnel aujourd'hui. Les augmentations de salaire arrivent malheureusement trop tard et sont totalement effacées par l'inflation qui est pratiquement à 10% en Allemagne. Cependant, c'est grâce aux excédents commerciaux collectés depuis des années qu'Olaf Scholz, donc le chancelier actuel, a réussi à mettre en place ce qu'on appelle le double vroom-vroom. Tu peux préciser un peu ce que c'est ce vroom-vroom là? Alors, le double vroom-vroom fait référence à deux plans de relance successifs que j'ai mentionnés un peu plus tôt, qui respectent par ailleurs nullement la règle des 3% qui était dans les traités, même si pendant cette période, on a suspendu cette règle-là. Sur le papier, c'est rien de mal, sauf que cela s'est déroulé sans consulter les partenaires européens qui ont parfois découvert les plans dans les journaux, comme tout le monde, le jour où ça a été lancé. Les sommes sont colossales. C'est 150 milliards, puis 200 milliards. Le premier paquet s'est déroulé pendant le Corona, le deuxième il y a quelques mois, après le début de la guerre en Ukraine, qui a entraîné une crise énergétique, comme je l'ai mentionné, puisque les Allemands avaient fait du gaz russe pas cher, je dirais le pilier de leur politique énergétique et industrielle. Pour donner un ordre d'idée, donc par rapport à ces 150 plus 200 milliards, il faut rajouter 100 milliards par rapport à la défense, je vais y revenir. Le budget de 2021, c'est 369 milliards et la dette allemande est de 2400 milliards d'euros. Juste pour un petit rappel historique, quand l'Allemagne a été endettée à ces niveaux-là, ça s'est généralement mal terminé au niveau européen. Il faut encore ajouter à ces sommes, donc comme je viens de dire, 100 milliards pour essayer de remettre l'armée allemande sur pied avec l'ambition de devenir la meilleure armée européenne, selon les propos du chancelier Scholz. Il y a du boulot, parce que pour les militaires que je connais dans la Bundeswehr, c'est la catastrophe. Ce qui pouvait apparaître comme un moyen de maintenir un certain rapport de force avec la France dans ces relations vient de voler en éclats avec ces sommes-là, même si la France a annoncé qu'ils allaient mettre 400 milliards sur 5 ans, tout simplement pour un petit peu donner un ordre d'idée. L'Allemagne s'était engagée, quand Trump est arrivé au pouvoir, à monter son budget à 2% du PIB, ce qui allait représenter 80 milliards. Scholz a un peu rogné ces 80 milliards pour faire 50 milliards par an. Les 400 milliards d'Emmanuel Macron, ça fait un budget militaire annuel aussi de 50 milliards. Sauf qu'il ne faut pas oublier qu'on ne part pas du tout du même niveau de base. L'armée française est plus performante que l'armée allemande. Donc, les 50 milliards qu'a prévu Olaf Scholz ne permettront pas à l'Allemagne d'arriver au même niveau que l'armée française. Mais tout simplement pour dire que déjà déclarer cette ambition-là remet en question les relations, comme le projet spatial également. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire avec le projet spatial? L'Allemagne est devenue le premier contributeur de l'Agence spatiale européenne, l'ESA, il y a quelques années, en piquant la place de la France de façon pas très diplomatique, pourrait-on dire. Mais surtout, elle s'est lancée dans le développement de ses propres lanceurs, tout en affirmant que c'était une avance européenne, alors que ça s'est passé là au nord de l'Allemagne et non ailleurs, ça s'est bien passé en Allemagne. Sauf qu'il existe déjà un lanceur et un territoire pour les lancer, Kourou, en Guyane française. Il n'y avait donc aucune nécessité de lancer ce projet autre que celui d'être totalement indépendant. C'est un nouvel acte d'affront à l'égard de ses partenaires européens et surtout français, puisque nous sommes les leaders, nous étions plus ou moins les leaders au niveau européen dans ce domaine-là. On pourrait se poser des questions aussi sur le financement de ces lanceurs allemands. Ne reçoivent-ils pas des subventions européennes? Si c'est le cas, les pays européens financent une nouvelle fois la réussite allemande avant celle de l'Europe. Comme avec les déficits commerciaux et les dettes souveraines, on constate qu'on marche sur la tête. Chercher des alternatives pour les lanceurs dits conventionnels, pourquoi pas? Et pourquoi le faire seul? C'est un sacré tableau que tu nous dresses. C'est vrai qu'à t'écouter, on aurait presque plutôt envie de remettre en question cette amitié franco-allemande. Ça serait une erreur.
La différence entre les traités de coopération et d'amitié, c'est qu'un traité d'amitié étend davantage les domaines de coopération. Les échanges sont multipliés, on en est la preuve. On ne compte plus les villes jumelées, les millions de personnes qui ont voyagé dans leur enfance grâce aux politiques d'échange, les collaborations au plus haut niveau de la recherche. Tout ça, c'est pas rien. Le traité d'Élysée, c'est ça. Le débat sur ces relations n'est basé malheureusement que d'une manière binaire, bien souvent à cause des médias qui ne voient que des relations germanophobes ou germanophiles. Il faut dépasser impérativement ce débat, revenir à une vision gaullienne des relations internationales. Je crois que la France doit impérativement dépasser ce débat, se donner les moyens d'avancer sans se soucier de ses partenaires, même si elle ne les néglige pas par ailleurs. Rappelons que les Allemands, eux, ne se soucient pas trop de leurs partenaires. Eh bien, Jérôme, merci beaucoup pour cette première partie donc, Merci à vous. Sur notre pays. Hein, on vit tous ici. Christine, toi, tu habites à Munich. Jérôme, tu es à Berlin, moi à Freiburg. Donc, on est habitués. Cette amitié, cette coopération, on la vit vraiment dans notre chair, dans notre propre vie. Et avec l'accent. Avec l'accent aussi. Et comme tu dis, c'est parfois très différent, non? La politique des gouvernants et puis ce que les peuples vivent, c'est pas forcément, ça va pas toujours en parallèle. Et l'amitié entre les peuples, peu importe d'ailleurs lesquels, sera toujours une ligne conductrice pour nous. Merci. Exactement. Beaucoup. Merci. Et bien, à la prochaine alors. À la prochaine. Ciao. Ciao.